Controverse autour de la gestion du programme d'urgence dit des 100 jours. On assiste ou on a assisté à une cascade, à une série d'interpellations et de détentions préventives. Mais une question mérite d'être posée, c'est celle de savoir jusqu'où faut-il aller avec toutes ces enquêtes. Élément des réponses dans cette nouvelle édition des Débats 24. Messieurs et dames, bienvenue à tous et à toutes en direct de Kinshasa, la belle capitale de la République démocratique du Congo. Sur ces plateaux, très heureux de retrouver un habitué de cette tribune. Il s'appelle Félicien Kindoula, c'est un analyste politique indépendant. Bienvenue. Merci pour votre invitation. Vous allez bien? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. À vos côtés, le PPRD sera valablement représenté par M. Papimba Moussa, où il est secrétaire exécutif. Bienvenue, M. Papimba Moussa. Merci pour votre invitation. Sinon, vous allez bien? Très bien, comme le PPRD marche. Très heureux de vous revoir. Merci. Et honoré de la présence de l'homme de la politicosomie, il s'appelle Phocas Koukelemena, politologue de formation et concepteur de la science politique par les baffles. Bienvenue, Phocas Koukelemena. Merci pour l'invitation, M. John. Ça fait un bail, mais vous allez bien. Oui, nous allons bien par la grâce de Dieu. Merci de vous revoir. Nous remercions aussi nos téléspectateurs. Un habitué de cette tribune, il s'appelle José Moudjumbu. C'est un analyste politique indépendant. Bienvenue. Merci beaucoup, M. John. Je profite de l'occasion pour saluer tout le monde qui nous suit en ce moment. Merci beaucoup. Et enfin, Maître Steve Kivuata, il est le porte-parole du coordonnateur de l'AMUCA. J'ai cité le Premier ministre honoraire Adolphe Mouzito. Il est également le secrétaire général du Nouvel Élan. Bienvenue, Maître Steve Kivuata. Merci beaucoup, John. Alors, commençons par cette information. La nouvelle s'est répandue au début de cet après-midi comme une traînée de poudre. À un moment, on a cru qu'on avait affaire à un fake news, mais avec le temps, la nouvelle s'est confirmée. Le général Delphin Kayimbi n'est plus. Pour ceux qui ne le savent pas, il est le sous-chef d'état-major chargé de renseignement. Autrement dit, c'est le patron de renseignement militaire en République démocratique du Congo. Il a disparu dans des conditions jusque-là, on peut dire, tragiques, parce que on ne sait pas, il y a une semaine, il a été interpellé au niveau de la DGM. Il voulait même effectuer un voyage pour l'Afrique du Sud. On lui avait interdit. Avant-hier, il a été suspendu de ses fonctions par le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, on nous apprend qu'il est mort. Monsieur Félicien Kindoula, quels sont vos commentaires? Bien, je commencerai par présenter mes condoléances à sa famille biologique et à l'armée, à notre armée, les forces armées et congolaises, les FARDC. Bon, c'est une mort qui est arrivée dont on ne sait pas encore les tenants et les aboutissants. On ne sait pas dans quelles conditions il est mort. Mais dans tous les cas, à Dieu seul soit la gloire. Nous ne pouvons rien faire quand la mort arrive, elle est déjà là. Il reste maintenant à mener peut-être des enquêtes pour que la vérité soit connue et que les gens soient en fait calmés. Mais cette mort arrive au moment où il avait maille à partir avec la justice. Est-ce que cela ne vous apparaît pas un tout petit peu suspect? Écoutez, la mort peut arriver à tout moment. Vous pouvez aujourd'hui être en train de voyager, vous n'arrivez même pas à l'aéroport, vous mourrez. Vous n'allez pas dire que c'est à cause du voyage que vous vouliez faire que vous êtes mort. Donc il était avec la justice pour un autre problème. Et la mort est arrivée aussi dans un autre cadre, parce qu'on dit que c'est à son domicile qu'il est mort. Ce sont les enquêtes qui pourront nous dire exactement dans quelles conditions il est mort, est-ce qu'il était malade, est-ce que c'est un suicide, et c'est un assassinat, ou c'est quoi, tout ça. Aujourd'hui, on ne peut rien dire, parce que nous venons d'avoir la nouvelle et nous ne connaissons pas encore les restes de tout ce qui entoure cette mort. Les Sete Moudjumbu, on parle d'un suicide. De l'autre côté, ça paraît flou. Jusque-là, avez-vous connu personnellement le général Delphin Kayimbi?
Non, pas personnellement. Hein, c'est une grande autorité de notre pays. On devait avoir quand même de ces nouvelles de loin. Mais d'abord, je commencerai par présenter mes condoléances à la famille pleurée et puis à toute l'armée de notre pays. Surtout en ce moment-ci où l'armée est mise à rude épreuve, surtout du côté de l'Est de notre pays. Je crois qu'on a besoin de toutes les intelligences et surtout à ce niveau-là pour bouter dehors tout ce qui nous ont attaqué. Mais sa mort, bon, apparemment, on ne peut pas conclure, comme l'a si bien dit Papa Kindoula. N'allons pas trop vite en besogne. Trop vite en besogne pour conclure qu'il y a eu suicide ou il y a eu assassinat ou quoi que ce soit. Mais ce qui apparaît un peu, qui est manifeste, c'est qu'on l'a suspendu, on l'a interpellé, on l'a suspendu. Et quelques jours, un jour ou 2 jours seulement moins après, de 48 heures. moins de 48 heures, ça paraît un peu suspect, mais ce qu'on peut dire tout simplement, c'est que il faut que nous soyons, nous maîtrisions nos émotions en tant que psychologue. Les émotions sont à la base de beaucoup de nos souffrances et surtout de la mort. Quand surtout un médecin, vous voyez un médecin ne supporte pas que les piqûres, hein. Et le plus souvent, c'est ça, hein, parce qu'il connaît les méfaits de ça. Lorsqu'un arroseur est arrosé, c'est souvent écœurant. Hein, on se sent beaucoup plus diminué, on se sent beaucoup plus frustré. Mais je crois que quand on a atteint ces niveaux, il faut s'attendre à tout. Hein. Et les coûts sont là, il y a beaucoup de situations très compliquées qu'on peut vivre, mais il faut avoir la maîtrise de soi parce que la vie est faite ainsi, hein. Il n'y a pas que de bonheur, il n'y a pas que les honneurs, parfois il y a les humiliations, et il faut s'en faire. Les hauts et les bas de la vie. Les hauts et les bas de la vie, il faut maîtriser beaucoup les émotions. Mais un homme de cette trempe, il devait s'attendre à ça. Ils sont préparés pour ça. Oui, mais vous savez, quand la situation ne vous est pas encore arrivée, vous trouvez que c'est facile. Hein? C'est pour les Il faut se mettre lors de l'épreuve. C'est en ce moment-là que vous allez vous-même vous mesurer. Hein? Et je vous ai dit, hein, les médecins, vous voyez, souvent ils ont peur de la piqûre. Hein? Parfois ils pleurent comme des petits enfants. Hein? Alors que ce sont eux les premiers à piquer, ils connaissent même l'importance de cela, mais ils ont souvent peur de cela. Donc, c'est un conseil pour nous qui sommes encore vivants, de nous maîtriser. Les biens du monde, les honneurs et tout ça, là, c'est éphémère. Il faut surtout viser l'intérêt public, l'intérêt collectif, et surtout prier pour notre avenir au-delà, hein, dans l'au-delà, pour que Dieu puisse nous réserver une bonne place, parce que nous sommes tous aussi des croyants. Bien qu'il y a des musulmans ici, mais nous sommes aussi des croyants. Nous croyons tous à un Dieu. Tous à un Dieu. Et nous aspirons à faire le bien, bien que dans notre pays, le mal a élu domicile. Alors, Papimba Moussa, vous qui êtes du PPRD, après M. Kalev, qui a aussi un dossier judiciaire ouvert, le général Delphin, le puissant patron des renseignements militaires en RDC, moins de 48 heures après sa suspension, vient de disparaître. Mais on se pose des questions de savoir qu'est-ce qui se passe. Votre deal avec les caches ne fonctionne plus comme entendu ou comment? Non, John. Entrée de jeu directement, je m'en vais tout d'abord présenter mes condoléances à la famille éprouvée de notre ex-général Delphin Kaimbi, qui aujourd'hui peut-être c'est insupportable de cette information dans sa famille, mais nous peut-être on peut se dire parce que nous sommes sur le plateau, mais la douleur que ressente la famille en question, donc on ne peut jamais s'imaginer. Allez-y comprendre des responsabilités qu'incarnait la personne. Vous ne pouvez pas aussi se rendre compte que dans la famille avec quel rôle et quelle a été l'importance de la personne en question dans sa famille. Donc comme il n'est pas là, tout est bouleversé. Mais tel qui m'a encore rendu encore surprise ici, c'est de comprendre que non, il y avait un dossier judiciaire
en charge de M. Kalev, que moi je ne suis pas informé. Je ne sais pas il s'agit de quelle instance, moi je ne sais pas, c'est vous qui nous informez ici. Ce que moi je sais, c'est qu'il y avait par le passé que M. Kalev a été interpellé au niveau de ses propres services. De ses propres services? Où il est agent. Ah, ok. Oui, il est agent de la ANER et ANER l'avait interpellé, c'est qu'on avait appris au niveau de l'aéroport. Moi, je ne pense pas qu'il y avait un dossier judiciaire. Bon, s'il y avait un dossier peut-être un dossier pré-juridictionnel. S'il y avait un dossier judiciaire, je ne sais pas, il s'agissait de quelle instance judiciaire et il était devant quel magistrat ou devant quel juge et quel le sort des procès à sa charge ou somme où, quelle a été la suite. Là, moi, je ne sais pas. C'est une information que je viens d'apprendre sur suite là sur le plateau qui ne fait pas l'objet d'existence d'un débat à l'FCC, encore moins au PPRD. Mais aujourd'hui, il nous fait très mal qu'aujourd'hui, on doit constater que nous avons un problème très sérieux au niveau de l'Est de la République et nous attendons beaucoup d'intelligence. L'intelligence qui était gérée au service d'intelligence militaire par le défunt Delphin Kayimbi qui vient de nous quitter. Nous déplorons aussi cet acte qu'on ne peut jamais juger aujourd'hui que non, il est mort par suicide ou soit il est empoisonné ou quoi soit. Donc on ne peut jamais... Par suicide? Oui, on ne peut jamais mettre charrue devant la baie parce que jusque-là, la justice ne s'est pas encore prononcée. On ne peut jamais se donner l'élix de s'estimer que non, il a eu ça, il y a eu ça. Mais certes, c'est que nous constatons que non, nous venons de perdre quelqu'un de cher, qui nous a été très cher pour la République démocratique du Congo, parce que l'armée n'est pas le service de mon père, encore moins de ma tante. C'est un service de la République démocratique du Congo où toute l'armée est en deuil et il y a encore les obligations qui nous attendaient au niveau de l'Est et que les renseignements devaient être à l'auteur pour démanteler les réseaux qui fait mal au peuple congolais. Mais aujourd'hui, avec cette frustration, nous en appelons aussi beaucoup plus le service de renseignement militaire d'être toujours à l'auteur, afin de nous amener les informations qu'il faut que le peuple congolais doit être en paix et en joie, malgré nous sommes en deuil. Bon, c'est arrivé, nous rendons grâce à Dieu, Inch'Allah, mais nous continuons et l'armée continue à vivre, il serait toujours remplacé, mais nous demandons aussi que celui qui va remplacer, qui emprunte encore le chemin. Et le deal avec les Cash n'a pas bougé d'un iota? Moi, je pense qu'il n'y a pas de deal entre Cash et FCC sur l'armée. L'armée, c'est une armée républicaine. On ne peut pas aussi intégrer la charge sur l'FCC, encore moins Cash, parce que Delphin Kayimbi ne recevait pas les instructions de Kabouya, de l'IDPS, encore moins de Ramazani Chadar. Encore moins de Kingakati. Encore moins de Kingakati. Certes, il était sous instruction de la République démocratique du Congo, géré par le président de la République, qui est commandant suprême des forces armées. Le commandant suprême des forces armées, Antoine Tshilombo Félix. Il revient de sa charge, qu'on ne peut jamais nier. Lorsque vous pouvez poser la question en disant que deal entre FCC et CAS, ça n'a rien à voir avec l'armée. Si vous disiez ça que non, aujourd'hui, ça peut être aussi la police, vous allez dire aussi c'est deal entre FCC et CAS. Nous disons non. Merci beaucoup. Je comprends que vous avez beaucoup parlé, un tout petit peu, parce que vous êtes du PPRD, je comprends. Mais je prends Maître Steve de la Mouka, le général Delphin Kayimbi n'est plus. Le service d'intelligence militaire vient de perdre l'un de ses hauts cadres, en tout cas. Votre lecture? Premièrement, paix à son âme. Et deuxièmement, je souhaiterais mes condoléances les plus attristées à sa famille ainsi qu'à l'armée de notre pays, je dirais même à tous nos compatriotes, parce qu'effectivement, il a servi au niveau de l'armée. Mais troisièmement, j'estime que les enquêtes doivent se faire parce que nous sommes dans un état de droit. Une personne qui a déjà commencé à être interpellée, disons, par des gens qui ont qualité d'officier de police judiciaire, même si mon frère ne dirait pas que la procédure judiciaire commencerait par des OPJ, mais je pense que de manière élargie, quelqu'un qui a été interpellé et par après suspendu, on aurait bien
voulu savoir pourquoi il a été interpellé et par après qu'il donne les informations nécessaires. Le renseignement, c'est toute une bibliothèque, mais une bibliothèque qui n'est pas consultée par le commun de mortels. C'est probablement il y a des informations importantes qui étaient à sa disposition, qui pouvaient servir la République. C'est bien dommage de constater qu'il soit mort 24 heures ou moins de 48 heures après son interpellation. Donc nous osons croire que les enquêtes pourront aboutir sur cette question, même si nous sommes un peu habitués à avoir de grandes enquêtes nationales qui n'aboutissent pas, mais espérons que ça sera le cas pour l'ancien général Delphin Kayimbi. Merci beaucoup, Maître Steve Kivuata de la Mouka. Focas Kukelemena, votre lecture sur cette tragédie. Ma lecture part d'abord de pouvoir faire observer ma tristesse à l'illustre disparu. Je crois que le Congo a encore perdu quelqu'un qui a travaillé longtemps dans les secteurs. Certainement, il est expérimenté. Donc, nous croyons que par le fait qu'il a rendu l'âme, le Congo a perdu. Parce que vous devez comprendre que les renseignements pour un État, c'est une boîte noire qui conserve tout, en bien et en mal. Alors, dès que vous perdez les animateurs de cet instrument, il faut vous inquiéter un peu. Et d'ailleurs, quand vous regardez, il ne va pas mourir comme tout le monde. Il meurt après avoir été interpellé, et puis après la sanction, il est mort. Donc, il y a lieu de pouvoir faire les raccordements des événements. Vous sentez que... Un lien de cause à effet. Voilà, donc par rapport à ces fonctions, vous remarquerez qu'il y a au moins une possibilité de pouvoir dégager une lumière, mais chose qui est aussi pas facile pour notre État. Vous savez que nous, on n'aboutit pas aux enquêtes. Et ça c'est une façon aussi de dire que, bon, mettons au froid, et puis après, on verra par la suite. Mais à mon niveau, je présente mes condoléances, et puis je dis, cette perte, c'est pour aussi interpeller ceux qui sont en exercice aujourd'hui, de comprendre que quand ils sont vivants, alors qu'ils seront utiles pour la République, donc rendre service à la République, c'est bon, parce qu'après la mort, la vie continue pour ceux qui restent, et vous qui allez vous reposer, que vous puissiez réellement vous reposer en paix. Merci beaucoup, Focas Kukelemena. Alors, M. Félicien Kindoula, je reviens à vous. A fait programme d'urgence des 100 jours, retard accumulé, désagrément pour les usagers de la route, cette affaire des sauts de moutons, suspicion des détournements des fonds. Mais la semaine qui vient de s'achever, on commence à réaliser que les lignes bougent, et même du côté de la justice, les têtes doivent tomber, n'est-ce pas? Merci pour votre question. Au départ, nous avons commencé à dénoncer la façon dont ces travaux ont été amorcés. Exécutés. Et surtout en ce qui concerne les sauts de moutons à Kinshasa. Et c'était comme si c'était beaucoup plus publicitaire que réalité. Parce que la ville, les gens sont dans la ville, nous continuons à vivre, nous continuons à fonctionner normalement, et on va installer des chantiers dans tous les coins. On réduit l'espace de circulation comme s'il y avait vraiment une urgence et qu'on devrait terminer ça en peu de temps. Bon, les gens ont fait confiance, on a dit que bon, de toute façon c'est pour 100 jours c'est 3 mois, et on peut supporter pendant 3 mois, et pourvu qu'après on puisse avoir des routes qui peuvent nous permettre de circuler facilement. Mais voilà que ça a pris le temps que ça a pris. Après, ça va aller maintenant à une année. Oui. Et les gens ont souffert. Au mois de mars, une année. On a souffert. Les gens sont morts en cours de route parce qu'ils ne peuvent pas atteindre l'hôpital. Les gens ont perdu leurs emplois parce qu'ils devaient arriver toujours en retard.
il y a eu beaucoup de désagréments à cause de ça. Alors, on se posait la question, est-ce qu'on avait tous les moyens pour faire tout cela en peu de temps? Est-ce qu'on ne pouvait même pas, même si on avait les moyens, aller mollo, c'est-à-dire on fait un saut de mouton à tel endroit, on les termine, on passe à un autre endroit, on les termine, ainsi de suite. Au moins, on laisse aussi l'espace pour que les gens circulent normalement. Et quand on disait ça, il y avait des gens qui disaient « Ah non, mais vous savez, on doit faire vite, on doit faire beaucoup de choses et tout comme ça. » Maintenant, tout cela s'est fait. Les autorités sont dans la ville, personne ne s'est déplacé. On voit que les travaux ne sont pas en train d'avancer. Personne ne dit rien. Il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de contrôle pendant que le travail s'est fait. On vient se réveiller comme un matin et puis on se rend compte qu'il s'est passé plus de 6 mois ou je ne sais pas, une année et puis on constate qu'il n'y a rien qui a été fait. Mais cette distraction ne pouvait pas arriver aux gens qui ont dit que le régime précédent a fait ceci, a fait cela, parce que les opposants chez nous, ils voient toujours du noir. Et quand ceux qui sont au pouvoir sont en train de travailler, il n'y a rien de bon, tout est noir. Mais quand ils arrivent, ils ne savent pas aussi faire la différence. Moi, j'ai condamné le fait qu'il n'y a pas eu suivi, il n'y a pas eu évaluation, il n'y a pas eu contrôle, et on vient se rappeler seulement en une fois quand les choses sont déjà gâtées. Mais maintenant qu'on a découvert qu'il y a eu un problème, et maintenant que le président de la République a pris l'option de confier cela à la justice. Ouais. Et la justice bouge aussi. Oui, la justice est en train de bouger. Eh bien, nous attendons la fin des choses. Comment ça va bouger et quel sera le résultat? Parce qu'il ne suffit pas de bouger, il faudra aller jusqu'au bout. Oui. Quand ça va aller jusqu'au bout, alors nous allons dire qu'effectivement, il y a un changement et que cette fois-ci, ceux qui nous disent sont déterminés à faire de ce pays un état de droit et à combattre la corruption, à combattre les antivaleurs et qu'on ne va plus s'amuser avec l'argent de l'État. Et c'est ça qui va faire plaisir, c'est la fin des choses. Parce que, comme on le dit toujours, c'est plutôt... c'est mieux vaut la fin d'une chose que son début. Parce qu'aujourd'hui, on peut commencer, on a vu par le passé, on fait des bruits, on donne même, on dit qu'on va arrêter des gens, les gens vont entrer en prison, les prisons seront ouvertes, ceci, cela, mais rien n'a été fait. Mais au moins cette fois-ci, il y a des enquêtes déjà qui ont commencé, il y a la justice qui bouge déjà, ça donne des signes, mais nous voulons voir la fin des choses. Et quand nous verrons qu'effectivement la fin est là et que les responsabilités sont établies et que les gens ont été sanctionnés, alors nous dirons que c'est parti. Et si ça part, et ça sera pour l'intérêt des Congolais et l'intérêt du Congo. Et à ce moment-là, je pense que ça sera un bon départ et plus personne ne va s'amuser avec l'argent de l'État, avec le bien de l'État, parce que nous avons vécu dans ça depuis des années, depuis, pas l'époque des indépendances, mais depuis l'arrivée de la Deuxième République, on est dans ça. Personne ne respecte tout ce qui appartient à l'État. Personne ne respecte l'argent des trésors publics. Et les gens sont en train de s'enrichir sur les dos de la population. Et la population elle-même est dans une misère noire. Il faudra que ça s'arrête. Et c'est le bon moment où le régime dirigé par l'opposition radicale et au pouvoir, c'est le bon moment de sentir ce changement. Et si les changements arrivent, ça sera dans l'intérêt de tous les peuples congolais. Monsieur le chef des travaux José Mujumbu, les lignes bougent du côté de la justice, mais jusqu'où peut-on aller avec ces enquêtes? Monsieur John, merci pour la question. Moi, je crois que je l'ai à répéter et à me répéter ici que le premier combat de Félix
Tshisekedi, c'était le combat de la lutte contre la corruption. Parce qu'on a vu, on l'a vu venir avec des bonnes initiatives, une certaine volonté, et peut-être les autres pourront dire des farces, et peut-être mon frère d'à côté, Steve, pourra dire que ce sont des opérations de charme, mais au moins on voit les intentions et que nous souhaitons que ces intentions-là puissent aboutir des bonnes initiatives, mais pour avoir les moyens de réaliser tout ce programme, toute cette volonté-là, il faut avoir des moyens, il faut lutter contre la corruption qui a gangréné notre pays. Tous les secteurs sont gangrénés par la corruption. Et je me pose même la question, ça me fait peur. Et Félix Tshisekedi est venu, à peine arrivé, il prend les initiatives, on débourse l'argent, et du coup les gens prennent le luxe déjà de voler déjà au début. Comme ça, mais ça m'étonne qu'on prend tous ces risques-là. C'est-à-dire que le niveau de la corruption, des détournements a atteint un niveau tel que il y a des réseaux, il y a les gens qui couvrent les autres, si bien que on a même peur de n'importe quelle autorité qui peut arriver. Alors moi je crois que c'est une grande bataille et j'aurais voulu qu'il commence par là, mais on a cru comprendre qu'ils ont signé peut-être un pacte de non-agression avec les PPRD, les non-agressions contrôlées à partir de vous et vous dans l'avenir. Vous ne fouinez pas dans le passé. C'est que mon frère Kabound l'a si bien dit qu'il ne faut pas fouiner dans le passé, mais on commence. Mais dans le commencement, on a commencé à détourner. Donc je n'arrive pas à comprendre comment nous les Congolais, nous ne respectons pas les biens publics, nous naviguons seulement pour nos intérêts particuliers et au détriment de l'intérêt collectif. Ce qui étonne encore ici, c'est quoi? J'ai entendu mes frères de l'IDPS ici dire, de Cash, dire ici, moi j'étais très content, dire que voilà, on a privilégié on a accordé les marchés aux nationaux. Mais maintenant nous voyons beaucoup plus, on a arrêté des Libanais, on a arrêté des étrangers. Des Américains. Des Américains, des histoires comme ça. Alors, on nous disait qu'on est nationaliste et tout ça, encore que je ne suis pas contre qu'on octroie les marchés aux étrangers s'ils les méritent. Oui. Mais ils avaient dit ici, avec un esprit patriotique, qu'on a accordé ça. Ouais, il faudra relire la loi sur les marchés publics. Oui, c'est ça. Les nationaux, une préférence. Une préférence. Mais voilà qu'on a donné, les premières personnes arrêtées, les premières personnes, soi-disant, entre guillemets, détournées, avec présomption d'innocence. Je suis entouré de juristes ici qui risqueraient de me condamner, mais on voit que les velléités, ceux qui ont essayé qui sont là, ce sont les étrangers. L'autre question qu'il faut se poser, on voit encore que c'était des marchés de gré à gré. Les gré à gré, ce n'est pas d'appel d'offres, les gens compétissent et puis vous allez, les sociétés concourent et puis vous allez choisir les meilleurs. Mais ici on a choisi avec volonté, on a choisi les gré à peut-être porter sur les étrangers là. Non, mais comment expliquer ça? Cette entreprise peut avoir une expérience avérée en la matière. Mais oui, mais il faut voir, mais ces entreprises avérées en la matière, c'est tout être avérés en détourné parce qu'ils n'ont pas eu peur. Les enquêtes n'ont pas encore abouti. Oui, mais on verra, mais je crois que on a déjà des nouvelles qu'on avait accordé, par exemple à celui Blacknell, beaucoup d'argent qu'on a donné et puis il n'avait pas commencé d'autres travaux, surtout le saut de mouton de pont Gabi là-bas. Oui. Alors, ça étonne un peu, Même pas un début des travaux. Ah, même pas un début des travaux. Et vous voyez comment on se donne le kilo de l'effet, c'est que c'est un peu louche. Si nous le disons, c'est parce que nous aimons notre pays, nous aimons tout ce qui gouverne là. Et comme papa qui nous l'a dit, il y avait un silence là, assourdissant. Et puis après,
on se réveille, il a fallu qu'un certain l'IDPS passe et les autres en fassent des bruits pour que ça réveille les consciences et on commence à faire. Bon, c'est pas tard pour mieux faire et les enquêtes ont été... maintenant là, ça aboutit à des arrestations. Oui. Mais moi, je suis toujours Saint Thomas. Comme Papa Kindou l'a dit, je suis très sceptique. J'attends la fin de cela parce qu'on nous a... La meilleure façon de faire oublier une enquête, un vol, un détournement, une corruption, une fraude, c'est seulement de créer une commission. Hein, je connais même un auteur... c'est une Française comme ça, il y a un nom là, je vais chercher, qui a dit que la meilleure, avec ironie, des gens, si vous voulez faire oublier quelque chose, c'est créer seulement une commission. Cette commission-là, surtout parlementaire. Parlementaire, oh là, n'en parlons même pas. Il ne faut pas même inciter ça. Là, c'est encore impossible à dire. Là, ça n'aboutit jamais. Au contraire, c'est un moyen d'aller demander. Si on vous attrape avec des histoires, c'est le moment de vous demander où est notre part. Donc c'est un peu ça. Alors, mais toutefois, on accorde un peu les crédits, on espère, mais on n'a pas encore confiance parce qu'on a été mal habitué avec des enquêtes qui n'aboutissent jamais. On nous apprend, je ne sais pas pourquoi qui ne l'a pas dit, mais il semblerait, je disais au conditionnel, que ceux qui ont été arrêtés sont même déjà, ils ne sont pas en prison, hein, bien qu'on les dise, mais ils ont déjà été libérés il y a longtemps. C'est seulement... Non, non, il ne faut pas avoir peur. Ne fait pas d'eux des coupables. Oui, mais ils étaient en détention il ne faut pas prendre quelqu'un comme ça. Il faut mûrir les dossiers avant d'interpeller quelqu'un. Moi, je crois que c'est tout de ces niveaux-là, hein, mon cher. On dirait que ce sont des feintes et que ces gens-là auraient montré leur puissance et que maintenant ils sont libérés. Peut-être que la puissance d'argent a joué comme d'habitude. Ou la puissance de lobbying aussi. De lobbying, c'est tout ça. Alors, je suis en train de dire que mon frère Félix et les autres, il faut savoir que le combat, la lutte contre la corruption, c'est une bataille où beaucoup de gens, même beaucoup d'autorités ailleurs, ont perdu les dents. Hein? Et même ils ont perdu les dents parce qu'il y a une ramification et c'est une lutte sérieuse qu'il faut prendre au sérieux et nous croyons que les procureurs qui ont été nommés et par-ci par-là ils vont faire œuvre utile. Mais il faut voir aussi du côté des juges, ce ne sont pas eux qui condamnent, hein. Les juges aussi doivent emboîter les pas. Et je vais terminer par ici, ils doivent savoir qu'ils ont une mission, ils sont comme des missionnaires hein, qui étaient venus dans des pays, ici les missionnaires qui sont venus évangéliser. Ils sont venus comme ça et sans, avec rien. Et ils sont venus récolter des bons fruits. Ici, on venait ici. Donc, ils se sont enrichis. Oui. Et maintenant, là, ils ne doivent pas viser l'intérêt, ils doivent viser l'intérêt collectif pour que, en fin de compte, le pays puisse avoir gain. Papimba Oumoussa, cette série d'arrestations, d'interpellations, de détentions préventives, opération des charmes ou véritable justice qui est en train de sévir? John, merci beaucoup de m'avoir posé cette question. C'est que je voulais expliquer au peuple congolais que aujourd'hui, si c'était Papa Kindula, devait faire 40 jours à Makala parce qu'il est congolais des pères et des mères. Mais comme c'était Blackner qui avait fait les aventures avec Biak et consort, devait faire quelques jours et puis il sortit. Mais si c'était Papa Kindula, il devait faire 50 jours. Là, il faut se poser plusieurs questions. Une justice à double vitesse. Mais oui. Écoutez, John, ici, moi, j'avais pris tous les risques dans vos médias ici. Je fais déplacer même les journalistes jusqu'au saute-mouton pour crier qu'il y a un ça ne va pas. Mais les gens ne m'ont pas crié. Avec des inaugurations ratées. Effectivement. Mais les gens croyaient que non, comme je suis du PPRD, Moussada, non, je suis en train de malgasser les choses pour jeter le pauvre à ce qu'on est en train de faire. John, c'est pratiquement impossible aujourd'hui même, nous sommes les parents à la maison, tu te trouves là, l'enfant trop engagé avec beaucoup de salles de jeu, que tu ne sais pas contrôler, qu'il s'agit de quel jeu il est en train de jouer. C'est pratiquement impossible ce que nous avons vécu avec les sautes-moutons. Je vous ai amené jusqu'à Kintsuka Pêcheur, où il y a encore un sérieux problème. Quand
quand vous arrivez à Maïndombe, comment les gens peuvent se donner les lix de casser même des parcelles d'autrui, casser des clôtures ou des parcelles en danger? Aujourd'hui, il va encore se créer encore des érosions de l'autre côté, créées volontairement par certains cadres politiques qui ont voulu avoir quelque chose, mais le peuple congolais en souffre aujourd'hui. Où en sommes-nous avec la construction, avec Safricas et consorts, si on dit que Blattner est le pays aujourd'hui? C'est lui qui construisait Maïndombe et l'avenue Koutou. Mais c'est comme la fois passée, hein, ce qui se faisait en votre moment, quand vous dirigiez. Je voulais maintenant... Aujourd'hui, ne venez pas de donner des leçons. Non, je ne donne pas les leçons. Je voulais expliquer au CT parce qu'il est en train de faire la confusion. Mais en fait, c'est une gouvernance FCC cash. Effectivement, nous tous, nous sommes aux commandes des choses. Prof, je tiens encore à vous rappeler ici que quand mon autorité morale, Joseph Kabila Kabang, était encore aux affaires, où les Congolais pouvaient nous accuser de beaucoup de choses que nous, pourquoi ce qu'on donnait marchait aux Chinois. Dis-moi, les Chinois qui avaient détourné l'argent n'aient pas construit les chantiers, lui donner l'argent. C'était en quelle province et sur quelle avenue? Ça n'existait pas. Là, c'est deux choses que vous êtes en train de parler. Ici, nous parlons, on a déboursé l'argent, qu'on n'a pas vu la réalisation de ce qu'on a déboursé l'argent pour cette construction. Ça n'existe pas. Ici, nous condamnons pourquoi? J'apprendrai seulement ici sur le plateau que non. 1 kilomètre coûtait combien? Et on va revenir. Je te rappelle encore en disant que non, depuis que Kabila est au pouvoir, n'a jamais construit 1 kilomètre au-delà d'1 million de dollars. Va vérifier si vous n'avez pas information. John va te parler devant sa parcelle. 0,50 km, on a construit à combien? 1,5 million. Dis-moi, depuis Kabila est au pouvoir, tu peux me donner les tronçons, ou soit dans quelle province où Kabila a construit une route 1 km à 1 million au-delà? C'était où? Et j'ai fait encore un débat avec l'un des conseillers en matière à la présidence. Il me l'avait dit, Nabosolo, qui est Bossolo, la politique Africa TV. Les jours que nous on sera au pouvoir, cette histoire, moi, en tant qu'expert en construction, on n'en verra plus. Nous allons construire 1 km de route à 350 000 $. Mais aujourd'hui, fort malheureusement, nous vivons facette. Est-ce qu'il peut venir encore nous expliquer? Nous ne sommes pas là pour vraiment faire des comparaisons sur l'argent de la République. Non. Moi, je dis ici, si c'était Papa Kindula allait faire 60 jours à Makala, parce qu'il avait signé un document correct. Mais si c'est un Blattner qui a cochonné les Congolais en chômage, oui, les Congolais en souffrance jusqu'aujourd'hui parce qu'il y a des biens qui sont fermés, parce qu'il y a certaines entreprises qui ces derniers ont pris l'argent pour les kermesses personnelles. Mais là, c'est normal, détention préventive, 48 heures, non, tu dois être dehors. Mais si c'était Mbaou ou c'était Kivata, non. Qui a volé $1000 seulement. Effectivement, c'est ça. C'est de la mascarade. Mais c'est ça que moi je suis en train de déplorer en disant que non. Si ces derniers, il s'avérait que non, il a détourné l'argent, nous n'en souhaiterons pas que non, ces derniers, qu'on lui voit une semaine, 2 semaines, 1 mois dehors. Non. Il doit être vasé de Moukeba et Makala. Comme Moukeba, il est déjà poil dans sa cellule là à Makala, il faut qu'il puisse bléir. Non, Moukeba est en train de sortir, non? Mais oui, avant qu'il soit, il faut qu'il puisse bléir ces derniers. Moi, je dis, même si sont mes collègues du PPRD ou de l'FCC, quand il y a un détournement, non, il y a un détournement. Patrice Ngoï Moussoko avait dit que non, il y a un problème avec nous les Congolais. Lorsqu'un petit enfant vole les bananes en cours de route, on dit que non, il a volé. Mais si nous, les politiciens, accompagnés avec les expatriés qui volent l'argent, on dit que non, il y a un détournement. Non. Aujourd'hui, nous devons dire ceci. S'il y a un problème, il faut que la justice fasse son travail. Et puis, dans l'entrée des jets, les nouveaux magistrats qu'on vient de nommer, les responsables, les hauts magistrats, ils doivent faire preuve de maturité de ce qu'on attend d'eux. Il y a un problème. Le président de la République n'a pas donné seulement l'argent des sautes-moutons. Il y a l'argent aussi d'agriculture. Mais on n'en parle pas. Des logements sociaux. Et des logements sociaux. Où en sommes-nous avec cette histoire? Ce Mibo, la personne en question, il semblerait que ce dernier, c'est un constructeur de meubles. Mais il se retrouve encore en matière de construction. Mais il y a un fou artiste. Mais je ne comprends pas. Aujourd'hui. Alors, maintenant la question principale. Où doit-on aller avec les enquêtes? C'est jusqu'à quel niveau? Mais John, moi je ne pense pas qu'il n'y a pas même les enquêtes encore aller au-delà. Les enquêtes ont déjà prouvé noir et blanc qu'il n'y avait pas les avancements des travaux sur le terrain.
Où est parti cet argent? Il aurait fallu le président de la République crier encore pour qu'on débourse l'argent. Et l'argent qu'on doit débourser, ça mais à l'époque, c'était les cabinets du président de la République qui géraient ces chantiers. Mais c'est ce que j'ai dit. Il y avait une commission mise en place pour le programme de 100 jours. Ouais, mais ces derniers, le gouvernement Tchibala a été démissionné. Mais on l'avait écarté. On ne les a pas encore interpellés. Il fallait commencer tout d'abord par la commission. Parce que ces derniers, soi-disant, si c'est Blanini, là, moi je ne connais pas même son nom parce qu'il n'est pas congolais. Il n'avait pas même la signature pour aller décaisser l'argent de l'État, que moi je paie l'impôt. Qui avait décaissé cet argent? C'est nous les Congolais. Mais comment vous voulez commencer directement par les fruits, mais l'arbre qui a produit ces fruits-là, il n'est pas inquiété? Non. Le problème c'est quoi? Il faut tout d'abord commencer par la personne qui a décaissé, ou la personne qui avait signé les chèques, que ces derniers soient en possession de cet argent, l'argent de la République. Et ensuite, on fait la suite à celui qui devait exécuter les travaux. Aujourd'hui, les travaux, il n'y a plus l'enquête, mon cher. Qu'on ne se fasse pas les cas, la face. Alors, c'est quoi? Il n'y a pas les enquêtes encore à continuer. Tous nous avons constaté que non, les autres moutons, il n'y avait rien. Donc, vous avez désigné déjà vos coupables? Mais papa. Oui. Mais les sociétés en question, les fameuses sociétés, sont bel et bien connues. Il faut encore aller les chercher à l'OCC. L'OCC ne construit pas. Mais on connaît qui prenait cet argent. FPI. Mais FPI ne construit pas. FPI aussi avait donné l'argent pour les ponts, la modernisation du pont. Mais où est parti cet argent? Mais il y a un problème qui se pose, John. Quand vous arrivez à l'université, là où vous avez étudié, John, mais il y a un problème d'insécurité totale. Il n'y a pas l'éclairage public. Mais cet argent-là... Mais c'est vous qui avez laissé cette université. Non, John. Au boulevard ici, on avait laissé même l'éclairage. Où en sommes-nous avec l'éclairage public du boulevard? Nous parlons aussi même l'éclairage qui part vers le président. Voilà, aujourd'hui, nous n'avons pas même peur des présidents. Merci beaucoup, je n'ai pas terminé avec vous. Il faut vraiment que ces derniers rentrent en prison. Le temps de prendre, Maître Steve, des fonds publics ont été décaissés pour des ouvrages. Notamment ces viaducs surplombant des carrefours, mais non seulement ça, des logements sociaux, des routes, des écoles à reconstruire ou à réhabiliter. Mais quasiment une année après, on réalise que rien n'est fait. Et du côté de la justice, les choses commencent à bouger. Au fait, la vérité reste la vérité. Quoi que vous fassiez, elle va vous rattraper. Au fait, ça fait plus d'une année, effectivement, que je parlais des opérations de charme. Parce que la vérité est que M. Félix Tshisekedi et tout son entourage savaient pertinemment bien qu'il avait un problème de légitimité. Alors de ce fait, il fallait à l'interne faire quelques opérations de charme pour combler ces vides de légitimité, et sur le plan extérieur... un mois après avoir prêté serment. Effectivement, ouais. Et sur le plan extérieur, il fallait se construire un carnet d'adresses, se rapprocher de certains chefs d'État, d'où plusieurs voyages à l'extérieur et plusieurs opérations de charme à l'intérieur. C'est ça le schéma pour combler le vide de légitimité. Mais malheureusement, la vérité vous rattrape toujours. Parce qu'ils ont commencé par violer le principe pour faire toutes ces opérations de charme. Le premier principe qu'ils violent, qui le rattrape aujourd'hui, eh bien, c'est tout le principe établi dans la loi sur la passation de marchés publics. En réalité, la loi pour la passation du marché public, je dirais, a un double avantage pour un État. Un, ça vous permet de donner de marché à des entreprises qui sont le moins disantes, c'est-à-dire qui vont moins vous coûter, pour lequel vous allez dépenser moins pour le marché. Parce que vous allez faire un appel d'offres, plusieurs entreprises vont compétir, et c'est lui qui va dire que le marché de saut de mouton, moi je vais le faire en moins de frais, c'est celui-là qui gagne le marché. Le mieux offrant. Ça fait gagner effectivement l'État. Deuxième point, c'est la capacité technique, la qualité des travaux qu'il va donner. Vous allez
recruter l'entreprise qui peut à moindre frais vous donner un marché de qualité parce que l'entreprise réunit les éléments nécessaires. Ce n'est pas une entreprise qui vient à peine de naître et qui aurait 2 ans par exemple d'existence. Créée en 2019. Elle n'aurait pas de chance de gagner. C'est ça la loi de passation de marché public. Il ne la respecte pas. La procédure des gré à gré est aussi légale. Mais la procédure des gré à gré est légale. D'abord, le principe est qu'il faut que le marché soit de moins de 500 000 $. Mais en ce qui concerne d'autres questions, on dit qu'il faut qu'on soit dans une situation exceptionnelle. D'urgence. Oui, il y a cas de force majeure. Mais tel n'était pas les cas, il n'y avait pas urgence. L'urgence en droit est définie. Il y a même de jurisprudence abondante. Dans l'urgence, on doit supposer que si on ne fait pas ces marchés en ce moment-là, ce marché de travaux, ces travaux, on ne pourra plus jamais le faire. Donc il faut le faire maintenant ou on ne pourra plus jamais le faire. Or, en 100 jours, ils n'ont même pas pu terminer les travaux. Les circonstances exceptionnelles, il doit s'agir des catastrophes, d'un état de guerre où il faut agir maintenant ou sinon c'est la catastrophe. Il ne s'agissait pas de ça, ils ont violé sciemment. Deuxième principe qu'ils violent, c'est la loi relative aux finances publiques. On dit, quand vous voulez dépenser, il faut que ça soit inscrit dans le budget. Ils n'ont même pas voulu inscrire leurs 100 jours dans le budget, parce qu'effectivement, derrière la LOFIP, qui veut que les dépenses soient inscrites dans le budget, on veut que le peuple le sache à travers ses représentants, le Parlement. Comme ça, ils pourront contrôler. J'ai entendu effectivement le doyen Félicien Kindoula parler du suivi et du contrôle, mais c'est de la compétence du Parlement. Lorsque les dépenses ne sont pas inscrites dans le budget, il n'y a donc pas de parlementaires qui savent vous suivre. Troisième principe qu'ils n'ont pas voulu respecter, c'est que le pays doit être gouverné par le gouvernement. Permettez-moi le pléonasme, parce que l'article 91 dit que c'est le gouvernement qui conduit la politique de la nation et non pas les directeurs de cabinet du président de la République. Et on a créé une commission en violation de la Constitution, et cette commission d'ailleurs elle est concernée aussi sur le fameux 15 millions de dollars de pétroliers producteurs, parce qu'on disait que cette commission a même créé un compte bancaire où devait être versé le soi-disant 15 millions de dollars. Donc c'est cette commission que nous retrouvons partout. Et finalement, les conséquences, c'est quoi lorsque vous ne savez pas respecter le principe? C'est d'abord le flou dans le marché des travaux. Aujourd'hui, prenons le cas du saut de mouton, dans le programme de M. Félix Tshisekedi de 100 jours, il était prévu 9 chantiers de saut de mouton pour un montant de 22 500 000 $. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à 46 millions de dollars. Quelle est la raison du gap? Aujourd'hui, on voit 7 chantiers physiques, mais il y a un document du ministre des Finances qui parlait de 12 chantiers. Il y a le député qui ont parlé avec l'OVD, l'Office de route, qui parle de 10 chantiers. Finalement, il y a un flou. Et même dans la construction de maisons, même préfabriquées, nous sommes dans un flou. Normalement, dans ces cas-ci, il fallait un contrôle politique pour qu'on sache d'abord c'est quoi le programme, c'était quoi le montant, avant qu'on aille dans le judiciaire. Il y a maintenant un vide. Une autre conséquence, je vais en arriver effectivement au niveau de la justice, une autre conséquence sont les dépassements budgétaires. Parce que finalement, dans notre pays, rien que pour le salaire, chaque mois, il faut 300 millions de dollars. Donc lorsque vous n'arrivez pas à mobiliser au-delà de 400 millions de dollars et que vous devez financer les travaux, vous faites des dépassements budgétaires. Le FMI l'a constaté, dépassement budgétaire suppose que vous devez recourir à la planche à billets. Quand vous recourez à la planche à billets, eh bien, vous impactez sur l'inflation, sur la dépréciation monétaire du franc congolais par rapport au dollar, et il y a des implications sociales sur la flambée des prix dans le marché. FPI qui ne finance plus de projets sociaux, mais qui commence à financer les travaux de construction. Le FPI qui prête de l'argent, mais commence à financer de travaux de l'État. Par exemple, Mokengeli finançait à plus d'1 million de dollars pour une réfection de l'école, mais financé par le FPI. Comment? Un montant surfacturé. Les chantiers éternels. Le soupçon de corruption, maisons préfabriquées, parlons-en. Je crois avoir critiqué les maisons préfabriquées ici. Nous avons un potentiel en matière de ciment. Pourquoi
importer des maisons préfabriquées. On aurait pu nous dire que ça coûterait moins, mais non, mais bien loin que ça. Parce que les maisons préfabriquées ont coûté chacune des maisons 19 000 $. Avec de maisons construites en briques, pour lesquelles nous avons un potentiel en ciment, on pouvait construire à moins de 10 000 $. Une maison d'une chambre ou de 2 chambres salon, ça ne vous coûterait pas dans les 19 000 $. Scandale total. Et en réalité, ce qu'il faudrait, ce sont d'abord les interpellations politiques au niveau du Parlement. Parce que le peuple doit d'abord en savoir quelque chose avant que ça aille en justice. Non, mais c'est ce que moi je soutiens, Jean-Jacques Mamba. Parce que le président de la République moi je soutiens premièrement Jean-Jacques Mamba, oui, qui a pensé qu'il pouvait interpeller les directeurs de cabinet de M. Félix Tshisekedi, non pas en tant que directeur de cabinet, mais en tant que président d'une commission qui a pris la place du gouvernement et qui a dépensé et a géré. Parce qu'en réalité, les gens doivent savoir que gérer a sa contrepartie qui est être contrôlé. Vous ne pouvez pas gérer et ne pas vouloir être contrôlé. Et l'article 100 de la Constitution dit que le Parlement contrôle le gouvernement, alinéa 2, les gouvernements, les entreprises publiques ainsi que les établissements et les services publics. Donc cette commission en réalité devrait avoir la qualité d'un service public de fait qui a géré l'argent de l'État, qui par conséquent peut être interpellé au niveau du Parlement pour qu'on ait les chiffres exacts, qu'on sache comment est-ce qu'on a géré la République à travers cette commission qui a d'ailleurs pris 15 millions de $ de pétroliers producteurs, ou du moins devait les prendre pour le suivi. Et ensuite, donc il faut une démarche politique et par après, les parlementaires peuvent penser que cette commission, si elle a mal géré, elle peut répondre devant la justice. Mais malheureusement, on commence par les entreprises. Les entreprises, c'est vrai, à la limite, elles peuvent aussi être poursuivies pour détournement des deniers publics. Parce que quand elles bénéficient des travaux publics de l'État, à ces titres-là, on peut le poursuivre même du chef de détournement des deniers publics. Mais c'est assez compliqué, du moins que ces entreprises aient clairement dit qu'elles ne peuvent plus continuer et qu'elles ont reçu moins d'argent pendant que nous pensons, où il y a des preuves qu'elles ont reçu suffisamment d'argent. Mais le cas de Blattner est assez éloquent. C'est que Blattner est sorti de la justice, a été libéré avec un acte d'engagement, où il dit clairement que je continuerai les travaux autant qu'on va me décaisser ce qu'il faut en termes de finances pour finir les travaux. Donc ça veut dire que quelque part, on n'a rien trouvé de détournement des deniers publics sur son chef, et que le montant, effectivement, la grande question est que quel montant on devait lui donner, est-ce qu'on lui a donné ce qu'on devait lui donner? Mais cette réponse-là, ce n'est pas nous qui allons le donner, c'est en principe une interpellation politique pour que tout le peuple s'en rende compte, ou à la limite la justice. Mais la justice devait commencer par ceux qui devaient décaisser l'argent, ceux qui ont d'ailleurs ordonnancé les décaissements de l'argent. C'est par là qu'on aurait pu avoir la justice. Donc c'est l'interpellation politique de cette commission au niveau du Parlement, mais aussi au niveau de la justice, qui pourrait être une solution. Pourquoi est-ce qu'il est maintenant un programme ambitieux, hein? Ce programme dit des 100 jours, mais 12 mois après, rien n'est fait. Bon, un sentiment de déception? Franchement, oui, parce que déjà, quand vous regardez l'intitulé, programme d'urgence, déjà, les concepts de programme d'urgence, c'est-à-dire quoi? En politique publique, vous avez l'éclairage. Quand vous avez des projets en politique publique, vous avez des projets à court terme, moyen terme et puis long terme. Et les programmes d'urgence sont considérés des programmes à court terme. Or, quand vous prenez le court terme, ici pour le cas de cette administration, qui ne devait attendre que l'installation effective d'un gouvernement, c'est pendant cette période-là que cette administration pouvait nécessairement fonctionner. Ça ne pouvait pas dépasser et aller au-delà de l'installation du gouvernement. Parce que ici, la raison a été présentée telle que le chef de l'État entrant devait travailler et il a trouvé un gouvernement démissionnaire.
Ça, d'ailleurs, pour moi, je trouve que c'est un faux fuyant. Le principe de la continuation est consacré, il devait faire avec. Le gouvernement qui va là. Très bien. Mais ici, je pense que l'urgence revêt une autre connotation. C'était une urgence pour requinquer quelques artères. C'était une urgence pour permettre, parce que vous savez, notre classe politique n'a de débouchés pour se faire riche que quand on est au poste de commandement. C'était ça au moins, l'urgence. Parce que vous ne pouvez pas comprendre que l'urgence d'un projet dans une politique publique puisse aller une année pleine. Là, ça tombe déjà caduque, l'aspect d'urgence. Nous sommes maintenant déjà dans le moyen terme. Donc il n'y a pas effectivement l'urgence. Et puis quand vous regardez, comme Steve vient de le dire, ils ont présenté ces projets, mais nous avions décrié en politique publique, pour que vous puissiez parler d'urgence, vous devez argumenter cette urgence. Les sautes-moutons, est-ce que le politique public qui obéisse au principe de la concertation populaire, est-ce que nous sommes passés par là pour que l'on interroge les Quinois afin de savoir si, parce que vous ne pouvez pas faire quelque chose pour nous sans nous, si l'urgence en question était l'urgence des Quinois, ça allait se faire savoir. Et d'ailleurs, si ces ratés pouvaient être cochonnés par le fait que c'était la volonté des Quinois, que leur urgence était les sauts des moutons, nous allions supporter ça parce qu'on allait dire que c'est nous qui avons décidé ainsi qu'on nous fasse des sauts de moutons. Mais aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas obéi à ces principes de la concertation, chaque politique publique... Il fallait désengorger les artères de la capitale. C'est ce que je t'ai dit. Dans une mégapole où vivent plus de 12 millions d'âmes. Voilà, c'est pourquoi je t'ai dit qu'il faut respecter les principes, les règles et les normes de la gestion de la Respublica. Vous n'allez pas créer la roue. On vous dit que pour une politique publique, il faut faire ce qu'on appelle concertation. Et vous savez qu'il y a des bourgmestres qui ont vu l'œuvre commencer et ils étaient étonnés, ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. On n'a consulté personne. Il n'y a pas eu concertation. Or, ce sont les ABC d'une politique publique. Il faut connaître d'abord les vrais besoins. Est-ce que, je me pose la question, le chef de l'État, quand il était en campagne, est-ce qu'il y a-t-il un endroit, il a rencontré ces besoins-là, des sortes de moutons? Parce qu'il devait répondre maintenant à ces désidératas-là. Oui, les embouteillages. Attends, non, ce n'était pas dans les priorités des Congolais. Je te l'ai dit, je te l'ai confié, moi je suis quinois. Il n'y a aucun Congolais qui a présenté les embouteillages comme priorité des priorités. La priorité, c'était l'hôpital. La priorité, c'était la nourriture. La priorité, c'était l'école. Mais les programmes d'urgence, c'est aussi ça. Mais c'est ce que j'ai dit. Il ne fallait pas appeler ça d'urgence parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un programme qui tient à court terme. Ça peut prendre tout un quinquennat. Voilà. Donc, à quoi nous allons appeler ça programme d'urgence? Or que quand vous suivez, parce que vous appelez ça un grand projet, un grand programme, donc c'est vraiment un programme d'un quinquennat. Un programme de quinquennat peut revêtir une appellation d'urgence. Non. Donc, il y a eu... Donc, ils voulaient impressionner... Je ne comprends pas. C'est là où ils ont fauté. Parce qu'en réalité, vous regarderez avec moi, nous avons dit ici que la gestion de la Respublica, ce ne sont pas des faits qu'il faut apporter avec une dimension propagandiste. Le chef de l'État maintenant, il est en action, en exercice de son pouvoir. Il n'a pas besoin des actions de propagande, juste pour impressionner. Sachant que peut-être, parce que vous savez, avec la propagande, vous pouvez commencer un peu, pourvu que les élections arrivent et que vous êtes encore en train d'ériger les ponts. Parce que les gouvernements se faisaient attendre, les chefs de l'État ne devaient pas croiser. Donc il fallait faire le choix, il fallait faire le choix des projets vraiment d'urgence, qui devaient être des projets à court terme. Mais on n'est plus là, le vin tiré, il faut les voir, il faut les boire.
Maintenant, la justice congolaise. La justice congolaise. Sur la planche. La justice pour congolaise. établir la vérité. Voilà. Moi, je viens pour dire une chose. La justice, c'est un instrument pour l'État pour permettre que l'État puisse aussi renflouer ses caisses. La justice n'est pas là tout simplement pour régler les différends entre les partis. Mais la justice est un instrument qui permet à l'État de récupérer l'argent détourné pour ramener ça dans les trésors publics. Ça, c'est le travail de la justice. Pas dans leur poche. Non, je parle du trésor public. Mais il nous arrive, tel que dans ce genre de projets, vous sentez que les capitalistes qui sont des entrepreneurs, aujourd'hui, quand vous sentez l'interpellation, on a commencé par eux, parce que ce sont eux qui sont en train de faire les ouvrages. On les a posé la question après avoir constaté qu'il n'y a pas évolution. Ils étaient obligés d'aller répondre pour démontrer qu'ils ont eu des moyens ou pas. Parce que le temps qui a été fixé pour ces ouvrages-là était largement dépassé. Alors, et ils doivent nous dire, est-ce qu'ils ont perçu l'argent dans la totalité ou bien ils n'ont pas encore perçu l'argent? Parce que de l'autre côté, il y a un signe de cloche qui confirme qu'il y a 70% d'argent qui a été déjà versé pour le compte de ces travaux, dont il faut une manifestation des ouvrages à la hauteur de 70% d'exécution. Alors, cette différence pose quand même des bases pour que l'enquêteur puisse être à même de pouvoir bien avancer. Mais ce qui m'étonne jusqu'à nos jours, pourquoi il n'y a pas interpellation du côté de ceux qui avaient des prérogatives de pouvoir remettre l'argent entre les mains des entrepreneurs? Pourquoi ça traîne? D'où la question, jusqu'où doit-on aller avec ça? Alors, si c'est vraiment que la justice veut nous rendre la justice, permettre qu'on puisse sanctionner les vrais auteurs, le Congolais qui détourne l'argent de l'État, pour que nous puissions les récupérer, il faudrait que cette justice aille jusqu'au bout. Nous ne voulons pas des gens d'enquête comme l'enquête de l'Antonov, de l'Est, jusqu'aujourd'hui, vous savez, la boîte noire, on ne sait où ça se trouve, qu'est-ce que ça dit. Cette affaire de 15 millions. Voilà, nous ne voulons pas aussi que nous ayons l'enquête comme celui de l'inspecteur qui a travaillé et puis après, on a interdit même aux médias de ne plus en parler. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur Félix Kindoula, c'est l'atterrissage déjà. Votre conclusion, 120 secondes. Bien, on n'a plus le temps. Conclusion, moi je pense que notre devoir en tant que citoyen est d'interpeller la classe politique. Et la classe politique doit arrêter de continuer à travailler pour tromper le peuple. Parce qu'ici, dans notre pays, on dirait qu'on pense que le peuple restera éternellement naïf. Et tout celui qui vient au pouvoir, il utilise le peuple comme tremplin. Et quand il arrive au pouvoir, c'est son ventre qui compte, c'est l'enrichissement sans cause. Et des équipes passent, des gouvernements passent, les gens passent, les hommes deviennent riches pour un temps, et puis après, ils n'ont plus rien, ils veulent encore revenir au pouvoir. C'est l'éternel recommencement. Mais l'avenir de nos enfants, mais toutes ces générations que nous sommes en train de sacrifier, faut-il les envoyer où? Où est-ce qu'ils vont trouver, eux, leur compte? Nous avons étudié sous Mobutu, parce que nous étions encore à l'indépendance, nous étions encore trop jeunes, et puis il y a eu les pères de l'indépendance qui ont fait 5 ans, et puis Mobutu est arrivé. Mais nous avons quand même bénéficié des avantages de la colonisation. Nous avons trouvé du travail aussi facilement. Nous avons bénéficié de quelque chose de notre pays. Mais tous ces enfants qui naissent aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes en train de préparer pour eux?
toutes ces générations. Quand vous voyez des jeunes gens qui ne savent même pas nouer les deux bouts du moyen, ils se marient, mais ils ne savent pas comment ils doivent vivre. Et il y a même de ceux qui ne peuvent pas se marier parce qu'ils ne savent pas comment ils vont faire. Mais des générations sacrifiées. Et nous ne devons compter que sur un groupe de gens qu'on appelle des politiciens qui doivent diriger pour l'intérêt général. Mais ces politiciens-là n'ont même pas intérêt à changer leur comportement. Quel est l'avenir de ce pays? Les gens se succèdent, mais il n'y a rien qui change. Les opposants, ils font de bons discours quand ils sont à l'opposition, mais dès qu'ils sont au pouvoir, ils sont pires que ceux qui étaient déjà là. Et là, moi, je demande à la jeunesse de se prendre en charge et de ne plus continuer à applaudir pour applaudir. Sinon, c'est leur malheur qu'ils sont en train de construire. Tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, Monsieur Félicien Kindoula, Monsieur le chef des travaux, José Moudjoumbo, votre conclusion. Oui, merci beaucoup, Monsieur John. Moi, je vous dirais ceci. D'abord, Monsieur Steve nous a parlé du contrôle gouvernemental, contrôle parlementaire. Moi, je ne m'attends pas à grand-chose parce qu'ici, chez nous, quand on est en coalition, en cohabitation, c'est une façon de dire que tout ce que nous allons faire là, taisons-nous. C'est pour manger, nous sommes à mangeoire et ça ne posera... C'est dans cet esprit-là. Qu'on ne s'attaque pas, plutôt mangeons ensemble. Moi, je ne m'attends à rien. L'autre problème, comme vous avez vu ces derniers temps, il y avait que des querelles inutiles au lieu d'échanger des bonnes idées. Et je l'ai dit ici parfois, je donne un exemple. Par exemple, la fusion entre cliniques quinoises et cliniques ngaliema ici. On peut les fusionner, ce sont de bonnes idées. Je donne l'exemple, par exemple, des sauts de moutons de l'échangeur là. Vous voyez les deux routes là, il y en a une voie qui n'est pas praticable. Mais je me demande, on a quels ingénieurs? Prenez ça, que ça soit dans la même direction, l'autre là, qui n'est pas opérationnel, que ça donne à bypass. Ça va désengorger. Vous voyez les gens, quand ils viennent de Massina, ils prennent la route là de Matete directement là, sont passés par l'échangeur là. Prenez l'autre voie là, ça doit conduire de l'autre côté. C'est resté inopérationnel. Je vois les badauds circuler là-dessus. Alors qu'on vient de réhabiliter ça. On a conduit ça, c'est comme si on voulait reprendre la route, le tour que ça faisait là sur l'échangeur. Alors qu'on a déjà bouché ça. On a quel genre d'ingénieur, hein? Oui, mon frère a parlé ici de l'urgence. Moi, du programme du gouvernement, il a apprécié ça sur bas du temps. Moi, je crois qu'ils croyaient qu'ils allaient réaliser ça dans peu de temps, dans un laps de temps. Mais ils n'ont pas tenu compte de moyens. Ils l'ont dit que c'était pour 3 mois, je crois. L'urgence. Moi, je crois que le vrai problème ici, c'est est-ce qu'il y avait des moyens pour réaliser cela? Et la première question, est-ce qu'on avait vraiment décaissé l'argent? Parce que si vous voyez la décharge dont on nous a parlé ici, de Blatner, c'est comme s'il n'avait pas encore reçu l'argent. En partie. En partie, mais l'intégralité. Oui. On sait qu'il avait réussi en partie. Mais est-ce que cette partie-là, si nous comparons les travaux engagés, est-ce qu'il y a le taux d'exécution? Voilà. Si vous voyez, c'est comme si on lui a donné que le peu et qu'il lui a permis de réaliser peu. Alors qu'on dit qu'on a donné 70%. Moi, je crois que le problème est celui-là. Parce que qu'est-ce qu'on devait demander? Le président ou ceux qui étaient là devaient poser la question à la population de savoir si la priorité c'était la route. Je donne l'exemple là, voilà qui mène route Bokassa, je crois. C'est Bokassa. Est-ce qu'on peut vraiment poser la question à la population? C'est une urgence aussi. Moi, je crois que ce n'est pas seulement le manger d'urgence là qu'on vous donne à manger, mais quand les voies de communication aussi facilitent le manger. Tout à fait. Si les gens peuvent quitter Massina pour venir au marché facilement, vendre et rentrer, c'est une bonne chose aussi. Mais le problème, c'est l'utilisation de ces fonds-là. Votre conclusion? Oui, John. Vous savez que nous, les politiciens, nous avons un sérieux problème, le problème de l'immoralité et la médiocrité qui ronge notre cœur et notre esprit tellement mal habitués. Donc je ne sais pas... Beaucoup des immoraux. Les immoraux, mon cher. Je ne sais pas il s'agit de quel virus. En Chine, on parle de coronavirus, mais ça, je ne sais pas il s'agit de quel virus, John. Écoutez, si
mon co-débatteur Steve Kivata vient de dire que non, ce dernier est sorti en détention avec un acte d'engagement, disant que non, il va poursuivre les travaux si on donnait l'argent. Mais John, donc vous revenez toujours sur ma proposition. Laquelle? Donc, on était allé trop vite en besoin en commençant tout d'abord par les sociétés qui avaient reçu l'argent, sans pour autant interpeller la personne qui avait décaissé l'argent. Donc vous me donnez encore raison. Donc il aurait fallu commencer tout d'abord avec la commission, la fameuse commission des coronavirus. Qu'on auditionne tout d'abord quelle a été la procédure de décaissement. Parce que cela nous dit, oui, effectivement, voilà, les donnes est là. Nous avons déjà décaissé 70%. Mais on était aussi surpris lorsque nous attendons le vice-président de l'Assemblée nationale. Il dit non, ce n'est que 30% qui a été déjà exécuté sur le terrain. Attaque qui? Est-il expert en la matière? C'est un député. Non, mais c'est vous qui... Estimé comme ça, il faudra avoir de l'expérience. Il était accompagné, on ne sait pas s'il était accompagné avec des maçons, avec des ingénieurs. Donc ils ont estimé, ils nous ont donné les chiffres devant les médias. Ce n'était pas dans sa maison. Sur les médias, on disait que non, c'est 30%. Donc un responsable qui est des personnalités d'institutions de la République, il ne pouvait jamais venir nous faire les aventures en disant que non, c'était 3% à la place de 15%. Merci beaucoup, Papi. Il a donné les chiffres. Nous estimons que c'était vrai. Mais le problème, c'est quoi, John? Nous disons que non, ces derniers doivent continuer le travail. Et cet argent que le président de la République a déboursé pour que les travaux soient exécutés, nous devons voir clair. Oui. Et parmi cet argent, il y avait aussi certaines choses, je pense que non, on devait aussi réhabiliter. Que les enquêtes aboutissent. Oui, on devait aussi réhabiliter les hôpitaux. Mais j'en félicite aussi qu'on a constaté que Madame Amida est allée donner un groupe à Maman Emo. Les programmes de 100 jours étaient incapables d'acheter un groupe. Peut-être que ce n'était pas prévu dans mais le c'est pourquoi qu'elle doit aller à Makala. Mais Steve Kivata. En fait, ça fait rigoler quand on voit le dame de personnalités de ce pays ont carrément pris la place du ministère des Affaires sociales. Je ne sais pas, au fait, le fonds qu'on a je ne sais pas le fonds qu'on alloue au ministère des Affaires sociales, ça part où? Parce que finalement, sans le premier dame, heureusement, c'est tout simplement lorsque c'est pour le compte de leur fondation. C'est tout simplement lorsque leurs maris sont au pouvoir qu'ils font ces genres de dons. C'est assez bizarre. Mais je pense que j'ai suivi M. Félicien Kindoula quand il parle des hommes politiques. Faisons attention, en fait, ne responsabilisons pas trop les hommes politiques de manière générale, mais plutôt notre système politique. Je pense que le problème est là. Dans tout le système politique, les hommes ne sont pas parfaits, mais ils sont forcés par un peuple d'y être. Nous, le grand débat, on doit se poser quand est-ce qu'on aura des autorités du pays réellement élues par le peuple. Parce que ça doit commencer là. Et la redevabilité commence par là. Lorsque vous savez que le pouvoir que vous avez obtenu ne vient ni de chefs d'État étrangers, ni d'une personne qui maîtrise l'essentiel du pouvoir, mais plutôt du peuple, eh bien, vous allez réellement travailler pour le peuple et sévir même autour dans votre entourage. Mais lorsque vous avez un pouvoir obtenu par un deal, vous vous dites, si celui-ci, je le lâche, que la justice le bouffe, il connaît un certain nombre de secrets qu'il pourra... Il y aura un effet contagieux. Voilà. Donc, c'est ça le problème. Nous devons nous battre, nous, hommes politiques, qui voulons réellement que le pays avance, d'abord de réussir cette révolution, avoir un système réellement démocratique où les dirigeants viennent du peuple, on verra qu'on fera un bond dans les... Faut qu'à ce qu'il est maintenant. John, je voulais faire remarquer une chose, que pour les chefs d'État actuels qui a voulu que les choses changent, il doit savoir que la vraie révolution commence d'abord à bouffer ses propres fils. Ah oui, hein. Tel est le cas en Angola. Parce que quand vous voulez donner l'exemple, ici vous sentez que nous avons un chef de l'État qui est trop humain, et qui n'aime pas le bras de fer, qui évite... Un certain Lobo a été interpellé, mais quelques jours après. Mais pour rien, sans suite, c'est ça le mal. Peut-être qu'on n'a pas pu prouver sa culpabilité. Quand vous voulez vraiment une révolution, un changement, ça doit être un grand bouleversement. Et nous devons sentir ça au niveau de la mentalité des hommes, à craindre que si je faisais, la suite sera
une sanction sévère. Mais quand vous épargnez les hommes aux sanctions, donc cette loi n'a plus son sens. Moi, je crois que c'est une mesure à prendre. Les chefs de l'État doivent risquer. Cette administration, c'est une administration de la présidence de la République qui est arrivée avec un slogan « Le peuple d'abord et le changement ». Je crois que nous ne devons plus regarder trop loin, mais cette fois-là, il doit frapper fort au sein de cette administration. En commençant par son cabinet. Oui, parce que c'est ça au moins la révolution qui doit commencer par ses propres Merci fils, beaucoup, Focas. pour que nous soyons sûrs que les autres vont craindre en disant que si il a fait ceci à ses siens et à nous autres, comment ça sera? Moi, je crois que ça sera plus efficace. Merci beaucoup, Focas Koukelemena de la politique au Sony. Merci à Papimba Moussa du PPRD. Merci à M. Félicien Kindoula, analyste politique indépendant. Merci au chef des travaux José Moudjumbu, analyste politique indépendant. Et à Maître Steve Kivuata de la Mouka. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs. Retrouvez ces magazines en rediffusion, c'est samedi à partir de 10h30 et le lundi à partir d'1h30. Sinon, retrouvez-moi les vendredis prochains à la même heure. Au revoir.